Merci beaucoup encore pour cette invitation. On a dit que je suis canadienne, donc veuillez m'excuser déjà dès le départ. Je viens de la partie anglophone de Montréal, du Québec, donc je risque d'utiliser certains anglicismes et même certains mots anglais. Donc merci déjà pour votre compréhension. Donc, encore plus, ok. Alors, comme on a dit au début dans l'introduction, je travaille pour le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est un bureau régional pour l'Europe, basé à Bruxelles. Et ce qu'on voit à chaque jour, vraiment au quotidien, c'est justement le fait que ce mot ou le concept des droits humains est devenu un mot sale. En fait, c'est quelque chose... A dirty word, justement. Et donc, on peut dire, par exemple, d'un côté, qu'on n'a pas besoin des droits humains quand on est en période de crise. C'est justement en période de crise qu'on n'a pas le temps et c'est un luxe d'appliquer les droits humains. Ou bien d'un autre côté, c'est un terme extrêmement divisif en Europe, où il y a ceux qui se sentent exclus par ce concept. On se dit que les droits humains, ça s'applique aux autres, les prisonniers, les migrants, les Roms, mais moi, je me trouve où dans tout ça? Et c'est-à-dire, il y a comme une présomption que si lui, il a ses droits humains, moi, je ne les ai plus. Et ça, c'est justement cette crise, pour nous, c'est là la crise, où il y a une incompréhension par rapport à ce que les droits humains représentent. On va bientôt célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on peut se dire, bon, en 70 ans, où est-ce qu'on est? D'où est-ce qu'on a commencé et où est-ce qu'on est maintenant? Et à mon avis, il faut vraiment, et c'est pas seulement mon avis, mais c'est le travail qu'on essaie de faire au quotidien au bureau, c'est de déconceptualiser ce terme des droits humains. Qu'est-ce que ça veut dire au concret? Quelles sont les valeurs qui sont derrière? Et comment retrouver et redonner un sens aux droits humains? Si on pense, on réfléchit aux valeurs qui ont mené à l'élaboration de la Déclaration universelle, c'était le respect, l'égalité, mais également la participation des détenteurs des droits, et surtout, et là je lance mon premier mot en anglais, parce que je n'ai jamais trouvé l'équivalent en français, mais c'est le accountability. C'est vraiment rendre compte, mais c'est la responsabilisation aussi, et ne pas laisser l'impunité continuer lorsqu'il y a des violations. Et je trouve que la question des migrations est vraiment l'endroit où un terrain où toutes ces questions se retrouvent. Et si on pense que ce terme des droits humains est divisif, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour retrouver ces valeurs d'union et de valeurs qui nous unissent plus qu'ils nous divisent? Deuxièmement, j'aimerais retrouver un peu la question de ce panel qui était au départ, comment sortir de cette politique répressive vers une politique migratoire qui est fondée sur les droits humains, le respect des droits humains, la justice et la protection. Et une question que j'ai eue en tête pendant ces 2 jours de convention, et qui a été soulevée à différents moments, mais qui n'a pas vraiment été abordée profondément, c'est comment approfondir et vraiment garantir la participation des migrants dans les questions qui les concernent. On est plusieurs associations au niveau national, régional, international, il y a les élus, il y a les politiques au niveau européen, mais il y a bien évidemment les migrants et les réfugiés eux-mêmes. Et le problème, bien entendu, c'est que là, on est dans un contexte où leur statut légal n'est pas certain, où ils sont à l'extérieur de leurs réseaux sociaux, de leur communauté, et donc les espaces où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent accéder à leurs droits sont assez restreints. Toutefois, il y a certaines bonnes pratiques qui se retrouvent tant au niveau des villes, et j'insiste parce qu'au niveau national, c'est très très rare, mais c'est au niveau des villes et au niveau des municipalités qu'on retrouve de bonnes pratiques, d'ouvrir ces espaces où on peut vraiment promouvoir l'accès des migrants à leurs droits. Et là, je voudrais parler d'une mesure
ce qu'on appelle les pare-feux, et certains d'entre vous seront sûrement au courant de ces mesures, qui vraiment, l'idée derrière ces mesures, c'est de garder une distinction claire et nette entre les services d'immigration et tous les autres services sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation pour les prestataires des services sociaux de fournir les données confidentielles et les données personnelles des migrants, surtout les migrants qui sont en situation irrégulière, aux services d'immigration. Et avoir ces mesures législatives et politiques au niveau de la ville, le rêve, ce serait de les avoir vraiment dans la législation nationale, mais s'ils sont vraiment dans la pratique au niveau local, déjà, ça pourra créer cet espace pour les migrants eux-mêmes d'accéder à leurs droits, et que ce soit accès à la santé, accès à la justice. Il y a des exemples de certaines villes, par exemple Amsterdam, aux Pays-Bas, où la police, au niveau de la ville, il y a vraiment cette séparation, c'est-à-dire que si je suis migrant en situation irrégulière, je peux dénoncer un crime à la police sans avoir peur qu'on va me dénoncer au service d'immigration. Et je sais que c'est aussi un débat maintenant au niveau de la France, mais il faut absolument se battre. Je peux vous dire que les instances internationales, les mécanismes des droits de l'homme internationaux soutiennent ce genre de pare-feu, et je suis disponible pour en parler plus, soit dans la section questions-réponses.